So good morning and Donc welcome bonjour et bienvenue à tous à à la deuxième partie de notre série de webinaires. Je m'appelle Nekelia Grégoire-Caray, je suis spécialiste technique à l'Institut de coopération interaméricain sur l'agriculture, l'ICA, et je travaille dans le cadre des actions sur l'environnement durable et l'agriculture. Et donc, le forum pour l'agriculture adaptée au changement climatique, donc, euh, réunit donc des personnes donc de Trinidad, de Guyane, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, la Barbade, la Dominique, Antigua et Barbude, Saint-Kitts et Nevis. Nous avons la Jamaïque également, les Bahamas, et nous avons Haïti. Et aujourd'hui, nous collaborons avec les territoires français de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu la logistique. Vous pouvez renommer votre Zoom avec votre nom et le pays d'où vous venez, ou alors vous pouvez également le mettre dans la discussion, dans le chat. Donc, nous serions reconnaissants si vous pouviez fermer votre micro de manière à ne pas avoir de perturbations pour les présentateurs. Si vous pouvez allumer votre caméra et vous pouvez, pour vos questions, vous pouvez lever votre main et taper vos questions dans la discussion ou vous pouvez utiliser la fonction pour lever la main. Et nous allons enregistrer cette session et elle vous sera partagée à la fin de la session d'aujourd'hui. Lola, qui est la directrice du projet Carnet ADAP, va vous partager tous les enregistrements et les présentations PowerPoint auxquelles vous pourrez avoir accès en français et en anglais. Et comme je l'ai mentionné, nous collaborons avec les territoires francophones et anglophones. Donc, nous avons de l'interprétation disponible. Donc, pour les personnes qui parlent anglais, vous pouvez vous rendre sur le canal anglais, vous verrez la fonctionnalité d'interprétation, un petit globe et pour les francophones, vous pouvez aller sur le canal français. Si vous restez sur le canal, le canal de l'orateur, vous n'aurez pas la traduction. Donc, c'est un réseau, juste pour vous expliquer, nous sommes un réseau de connaissances vers l'action et les objectifs sont de sensibiliser, de partager des connaissances sur les pratiques agricoles qui sont adaptées au climat et les options pour la région de la Caraïbe. Et par exemple, nous cherchons à répondre donc aux inondations euh, nous avons normalement des inondations, etc. pendant la saison des pluies, mais même cette saison devient de plus en plus sèche. Nous avons des problèmes de sécheresse de plus en plus. Et donc, nous souhaitons faire connaître les pratiques agricoles à ce sujet. Nous souhaitons également construire une communauté d'acteurs engagés et intéressés au niveau régional et national, de manière à pouvoir voir quelle est la direction que nous devons prendre pour collaborer. Donc, nous voulons améliorer la coordination et la collaboration entre ces parties prenantes dans toute la région, de manière à ce qu'ils puissent travailler ensemble pour construire une agriculture résiliente et durable dans la région. Mais surtout, nous devons traduire les connaissances techniques que nous allons vous partager, en particulier par le biais de webinaires, en actions pratiques sur le terrain. Et donc, ce sont les objectifs du CICRAP. Donc, aujourd'hui, nous allons collaborer avec le projet Interreg Carnet Adapt. Lors de notre dernier webinaire, nous avons eu des présentations de Monsieur Damien de Sainte-Lucie, qui a effectué une présentation sur les approches naturelles de conservation des sols. Et nous avons eu Nelson de la Dominique qui a présenté des remèdes naturels pour la protection des cultures. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des risques et des solutions face aux pénuries d'approvisionnement. Et nos anglophones euh, vont écouter, apprendre de l'expérience des territoires francophones
lorsqu'ils sont confrontés aux pénuries d'approvisionnement. Donc, nous aurions aujourd'hui Mariana Martel, qui est coordinatrice des territoires durables à l'ADEME Guadeloupe, hein, euh, et elle fait partie du projet Carnet Adapt. Et nous avons aussi Monsieur Dominique Zamy, qui est responsable qui est gérant de PTL Agro en Guadeloupe. Euh, et nous avons également Céline Carl, hein, donc Dominique Zamy, dirigeant de PTL Agro, Céline Carl, chargée de mission environnement et agriculture à Denel, l'entreprise Denel de Martinique. Donc, Mariana va présenter les participants, mais avant cela, je vais euh, vous partager un sondage, je vais vous envoyer un sondage, si vous voulez bien y répondre. Voilà. Merci, Mariana. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Mariana Martel, coordinatrice des territoires durables à l'ADEME, l'Agence de transition écologique française. Je suis responsable donc qui est porteur de projet du Carnet ADAPT. Donc, les missions de l'ADEME sont de conseiller et de soutenir et de financer les projets de transition écologique. Et Carnet Adapt est un projet financé par le programme Interreg 2014-2020 avec ICA comme partenaire, mais également Cardi, UNAC Caribéenne et Synergie. Le but, c'est de créer un réseau pour adapter l'agriculture au changement climatique dans 4 territoires, Sainte-Lucie, Martinique, Guadeloupe et Dominique. Et il a été lancé en 2017. En 2023, euh, les actions visaient à augmenter les compétences techniques, premièrement. Deuxièmement, choisir des projets innovants, donc le recensement des projets. Troisièmement, recueillir des commentaires, une rétroaction, par exemple par des visites de terrain. Donc, pour un séminaire de clôture sera organisé en novembre, de manière à voir ce qui peut être amélioré. Et ce webinaire est organisé dans le cadre du Forum d'agriculture responsable et nous vous demanderons nous poserons quelques questions rapides à la fin du webinaire. Toutes les présentations seront disponibles sur le site web de Carnet Adab. Donc, Lola Turpin mettra ses questions sur la discussion. Et sans plus tarder, je vais laisser Monsieur Dominique Zamy parler. Donc, le dirigeant de l'entreprise PTL Agro va effectuer sa présentation. Dominique? Ah, c'est mieux avec le son. C'est mieux avec le son. Le son était coupé. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Allô? On vous entend très bien. Ah, excusez-moi, parce que voilà, le son était coupé. Ouais, bonjour, ben, merci de me recevoir. Je vais vous faire une petite. Alors, l'ADEME m'a demandé de faire une présentation de mon projet. Donc, je me présente. Alors, je suis Dominique Zamy. Je représente aujourd'hui l'entreprise PTL Agro. Alors, PTL Agro, c'est un projet qui est basé sur de l'agrotransformation. C'est une usine de transformation. Moi, je suis en fait entrepreneur à la Guadeloupe et je suis gestionnaire d'une cuisine et royal traiteur et d'un restaurant. Alors, donc, je suis à la fois restaurateur et traiteur depuis 7 ans. Et je suis un acteur impliqué en fait dans l'alimentation parce que nous avons une cuisine et donc nous produisons énormément. Le constat en fait est parti que nous utilisons des produits en fait nous voulions utiliser des produits locaux tels que les ignames, tout ce qui est igname, patate douce et on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés.
au niveau de notre cuisine à nous fournir, au niveau des agriculteurs, mais aussi au niveau local. Pourquoi? Parce que les prix étaient trop élevés ou l'approvisionnement était assez régulier. Donc, on était obligé de s'approvisionner au niveau de produits du Costa Rica venus de l'étranger. D'où est venue l'idée de péter l'agro. Alors, péter l'agro, qu'est-ce que ça veut dire? Péter l'agro, c'est produits transformés locaux, agro-transformateurs. Alors, c'est une usine c'est une usine d'agro-transformation qui a pour mission de proposer de produire des produits à base de patates douces, de manioc, de bananes et de fruits à pain. Ensuite, nous allons utiliser aussi des produits, tout ce qui est produits maraîchers, salades, manioc, etc. Cette usine, en fait, a pour but, en gros, de proposer des légumes découpés en premier frais et en congelé. Ensuite, nous allons travailler sur les produits aussi transformés, c'est-à-dire des farines au niveau industriel et ainsi que aussi des produits, tout ce qui est plats surgelés et ainsi que des pâtes alimentaires et des biscuits. Donc, en fait, c'est réellement de travailler tous les produits au niveau local. Donc, quand je suis parti, quand j'ai commencé un peu à faire une étude de marché, les questions qui ont été soulevées ont été les suivantes. Vous avez un projet, mais nous savons que vous avez des problèmes d'approvisionnement. Comment pensez-vous vous organiser? Alors, donc, quand on a vu ça, on a commencé à travailler en profondeur sur la question de péter à l'agro. Alors, on se positionne dans un contexte international propice en fait à la création de valeur autour de l'alimentation au niveau national par rapport à la loi EGalim qui est présente pour favoriser l'économie locale et le bien manger. C'est-à-dire que la loi EGalim, en fait, est une loi qui demande aujourd'hui à tout ce qui est administration et cantine, EHPAD, école, de fournir 50% en produits locaux et 20% en produits bio. Donc, et aujourd'hui, on est incapable en Guadeloupe de fournir ce type de ratio, car il faut savoir qu'on a 98% des produits qui viennent de l'étranger qui sont importés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui domine? C'est la banane et la canne à sucre. Tout ce qui est produits maraîchers sont en petite quantité. D'où, en fait, d'où de nombreuses interrogations et de propositions de positionnement en faveur de projets tels que le nôtre. En local, on doit aussi répondre à tout ce qui est PAT, c'est de programme alimentaire territorial mis en place. Cela concerne en fait chaque commune qui propose en fait des programmes alimentaires par rapport aux agriculteurs. Mais Madame Bock, on pourra en parler puisque c'est elle qui va développer ce type de sujet. Alors, il faut savoir aujourd'hui que la Guadeloupe a besoin de retrouver sa souveraineté alimentaire. En effet, 80% de l'alimentation est importée à chaque rebondissement politique. Exemple, on a eu l'Ukraine, mais aussi pendant la crise du Covid, nous avons eu des problèmes d'approvisionnement. Spécialement pendant la crise du Covid, nous avons eu au moment où on a bloqué tout ce qui était port, il était impossible il n'y avait pas de possibilité d'avoir des bateaux qui rentraient. Donc, on a dû s'organiser au niveau local avec les agriculteurs qui ont proposé des formes de paniers, des paniers aux personnes pour se nourrir. D'où la question en fait, de la souveraineté alimentaire revenue en disant que faire? Comment répondre à ce genre de questions si demain on a encore à faire une crise? Alors, d'où le problème donc les politiques les politiques s'interrogent sur cette question et nous en fait on a commencé comme on a commencé à travailler au niveau de Pétel Agro, nous avons commencé en fait à faire des recherches au niveau de savoir comment s'approvisionner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé, on a commencé à faire une enquête et on a commencé à voir avec les agriculteurs pour savoir pourquoi on avait un problème d'organisation au niveau de la filière agricole. Alors, les réponses sont les suivantes. Les agriculteurs disent qu'il n'y a pas assez de sources d'approvisionnement. Quand ils produisent de l'alimentaire, ils n'ont pas de marché
pour écouler leur stock. Donc, ils préfèrent produire en petite quantité et ne pas en fait produire pour ne pas que leur marchandise reste en fait sur leur bras. Autre problème, c'est le prix. Au niveau du prix, on se rend compte que c'est vrai que les produits de l'import sont beaucoup moins chers que les produits produits ici. C'est-à-dire que l'igname, un exemple, l'igname de Costa Rica vous reviendra à 1,80 €. Or, l'agriculteur en Guadeloupe vous vendra en fait un igname à 2,30 € le kilo. Donc, ils ont aussi des problèmes au niveau comment aussi vendre aux restaurateurs, aux GMS, des produits, puisque les produits sont beaucoup plus chers. D'où alors cette question. Et le problème aussi, et ils ont un troisième problème, c'est qu'ils ils ne sont pas organisés, structurés. Aujourd'hui, les filles, alors, à part tout ce qui est SICA, c'est-à-dire, en fait, ce sont des grosses, en fait, c'est des grosses associations qui regroupent des agriculteurs. Bon nombre d'agriculteurs ne souhaitent pas rentrer dans ces SICA et préfèrent, en fait, aller vendre sur le marché. C'est pour ça que nous sommes orientés sur en fait, ce qu'on appelle la petite paysannerie. C'est-à-dire que nous avons demandé à des agriculteurs de nous rejoindre et de travailler avec nous. Enfin, donc, d'où la création, en fait. Nous avons décidé de créer notre propre filière afin d'approvisionner notre usine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les agriculteurs souhaitent veulent vivre de leur matière, de leurs ressources, et donc ils souhaitent un prix accessible à tous. Nous avons décidé, en collaboration, nous avons décidé en fait de travailler avec eux sur un prix régulier qui sera négocié tous les 3 mois. Et là, nous sommes aujourd'hui avec une vingtaine d'agriculteurs. Aujourd'hui, pour PTL Agro se propose en fait une solution de créer de la valeur en amont et en aval avec son unité d'agro-transformation. Il faut savoir que pour sécuriser l'approvisionnement, nous avons choisi des matières premières du terroir, bon, la banane, la patate douce, le fruit à pain et le manioc. Ce sont les matières qu'on trouve le plus. Et pour cela, comme je dis, nous sommes rapprochés des agriculteurs et nous avons créé cette association. Nous travaillons sur la qualité, sur le sujet de la qualité des productivités, ou la question des sols, ou encore de la fourniture de l'eau pour limiter le plus possible les intrants. Dans ce réseau, on est parti avec un petit groupe de 5 agriculteurs qui se sont joints à nous pour créer ce qu'on appelle un GIEE, un groupement d'intérêt économique et écologique sur ces questions. Notre but, c'est d'assurer une bonne qualité de produits et se prémunir des aléas climatiques et aussi de l'approvisionnement régulier des clients. Et utilement, PTL Agro a également souhaité intégrer les PAT locaux pour toucher les producteurs locaux, transformer les matières premières et fournir les établissements publics et en regard de la loi EGalim. De plus, chaque agriculteur qui travaille avec PTL Agro signe une convention de partenariat pour lui assurer un revenu régulier, le moins possible soumis aux aléas du marché. Pour PTL Agro, il s'agit d'assurer un approvisionnement régulier également. Enfin, nous allons mettre en place un centre de recherche et développement tant sur les situations des matières premières, ainsi que la mise en culture de matières premières correspondant aux besoins. Un laboratoire sera construit sur le site pour accueillir une équipe de 2 chercheurs. PTL Agro proposera ainsi, donc j'ai dit, issus des produits du terroir, comme je vous ai dit, des légumes, des chips, des farines, des cookies et des pâtes traiteurs. De plus, nous allons travailler sur une large gamme de produits pour l'alimentation végétale. C'est pour ça, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus, l'alimentation animale est très chère et nous voulons proposer une alternative avec l'introduction de tout ce qui est pois d'Angole, toutes sortes de pois qui ont disparu sur le terrain. Il faut savoir qu'en 1940, en Guadeloupe, la production représentait 140%. Aujourd'hui, on a 98% de matières importées. Pour nous, les clés du succès pour gérer les aléas climatiques et la question de l'approvisionnement sont simples. Il suffit en fait
de travailler avec les agriculteurs. Alors, c'est pour ça que nous sommes entourés de l'INRAE et de l'IT2 pour travailler sur ces questions. Nous avons aussi fait appel à un partenariat qui s'appelle Maditech, qui en fait nous introduisons en fait la technologie au niveau des agriculteurs. Nous allons les accompagner en travaillant sur les questions de climat, météo, la nature des sols et comment mieux planter. Comment mieux planter. Donc, voici un petit peu la présentation de PT Agro. Allô? Allô, allô? Allô? Merci beaucoup, Monsieur Zamy. Le PowerPoint Yes, était un Marianne, I tout could petit peu hear you. derrière You vous. could go ahead. Je suis désolé, je n'osais pas donner les pages, désolé, mais Il n'y a pas de problème. c'était peut-être trop court, peut-être un peu trop court, un peu trop vite. Peut-être que je parlais un peu trop rapidement, peut-être, non? Ça a été? Alors, il y a 2 diapos, peut-être on peut revenir dessus. On a une partie sur les consommations énergétiques et aussi la gestion des stocks. OK, alors, excusez-moi, la question est climatique. Alors, énergétique, c'est très important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est climat, nous avons décidé en fait qu'au niveau de l'usine, nous allons faire une usine verte. C'est-à-dire que nous allons proposer en fait en fait, nous allons utiliser tout ce qui est panneaux solaires afin de faire, nous aurons un déshydrateur solaire en fait, pour déshydrater tout ce qui est alimentation. Nous allons aussi récupérer tout ce qui est eau de pluie afin de traiter tout ce qui est nettoyage et lavage des légumes et tout. Et la question que nous nous sommes posée au niveau de l'usine, c'est qu'allons-nous faire avec tout ce qui est pelure? Et nous avons décidé en fait que nous allons récupérer tout ce qui est pelure des aliments, de ces aliments, et nous allons en faire nous allons faire de l'alimentation animale et nous allons utiliser pour l'usine pour la réinjecter dans l'usine. On essaie de faire tout ce qui est économie circulaire. Voilà. Autre question? Oui, peut-être la chaîne de production? Oui, la chaîne de production, comme Yes, je l'ai expliqué. maybe the production chain. OK, la chaîne de production, comme je l'ai expliqué, en fait, le projet se passe en trois niveaux. Donc, il y a l'usine qui va produire tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est produit. Et nous avons monté un groupement qui s'appelle un GIEE. C'est une association où nous allons regrouper tous les agriculteurs. Et ces agriculteurs, en fait, nous allons les accompagner tout au long de des approvisionnements. Nous allons passer une convention avec eux. La convention, c'est qu'ils nous fournissent un certain nombre de kilos et de produits. Et nous allons en fait les payer à un prix fixe qui sera renégocié tous les 3 mois. Donc, le principe, c'est que ces agriculteurs soient fidèles et que nous créons, nous voulons en fait aussi être approvisionnés tout le temps. Il faut savoir que nous allons recevoir tout type d'agriculteurs, c'est-à-dire tout ce qui est maraîcher, tout ce qui est légumes, voilà, c'est fruits et légumes. Donc, c'est ça que nous avons créé et nous avons créé un GIE. Et la troisième piste que nous mettons en place, c'est une plateforme où justement tous ces agriculteurs vont venir faire leur livraison, vont livrer tous les produits pour l'usine afin que nous centralisons en fait toutes les livraisons au niveau de cette plateforme. Voilà. Merci, Dominique. Je pense qu'on va laisser la parole à Madame Okay, Bock. thank you. Okay. Okay. Thank you, Dominic. And so, collaboratively with this Merci presentation, beaucoup, Dominique. Avec cette présentation, nous aurons également Madame Yannick Bock qui va également
parler de sa présentation et ensuite on va passer aux questions-réponses. Madame Bock, c'est à vous. D'accord, donc bonjour à tous. Je suis donc chargée de mission à la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, à la direction agroéconomie. Et donc, je vais essayer de répondre à, à la demande, hein, c'est-à-dire présenter les PAT tout en précisant comment cette démarche contribue à conforter l'approvisionnement de l'agrotransformation. Il s'intègre avec la démarche présentée par Monsieur Zami. Déjà, quelques éléments de contexte, hein. La communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre est un établissement public de coopération intercommunale situé dans le nord de la Guadeloupe, qui compte 5 communes pour 56 000 habitants et il représente 20% de la superficie totale de la Guadeloupe, alors même elle représente 38% de la sol agricole utilisable sur le territoire, qui lui confère un caractère et traditionnellement est appelé le grenier de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'un caractère rural fort, un atout agricole qui a été traduit dans le cadre des outils stratégiques, notamment le projet de territoire, comme une ambition agroéconomique de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire développer l'agriculture et l'agrotransformation. Face à cette ambition concourt aussi à répondre à cet enjeu au niveau de la Guadeloupe, hein, et des Outre-mer, qui est l'enjeu lié aux maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation, telles que le surpoids, l'obésité et l'hypertension artérielle. Ainsi, au titre de cette ambition, la communauté d'agglo a décidé de construire un atelier de transformation agroalimentaire qui a vocation à alimenter les 3 cuisines de notre territoire en produits prêts à cuire et prêts à utiliser afin de faciliter l'accès à des produits locaux dans la restauration collective. Voilà. Et à ce titre, 18 produits, fruits, légumes et amylacés vont être traités par l'atelier de transformation agroalimentaire, notamment au travers des étapes telles que la désinfection, le blanchiment, la coupe et la présentation. Voilà. Ils seront livrés aux restaurants scolaires, mais pas que. Ils seront livrés aussi aux agrotransformateurs et aux agriculteurs qui vont utiliser l'outil en traitement à façon ou d'autres établissements publics. Donc, cette décision de construire cet atelier de transformation agroalimentaire s'intègre dans le PAT et a vocation à mettre en place une restauration collective responsable, qui s'appuie sur une alimentation locale, durable et de proximité, et sur un écosystème partenarial fort. Ainsi, Partage Usine Centrale, acronyme de Projet alimentaire territorialisé du Nord-Grand-Terre, a été labellisé au titre du Programme national pour l'alimentation, hein, en 2020 et s'appuie sur cet outil, l'atelier de transformation, pour déployer ce projet alimentaire en agissant sur chaque maillon de la chaîne alimentaire, de l'amont, avec des actions telles que la structuration des filières agricoles, ou en l'aval, auprès des scolaires, publics cibles, sur des actions environnementales telles que la gestion des biodéchets, mais aussi en intégrant l'ensemble des initiatives portées par les acteurs publics et privés associatifs du territoire. Et Partage Usine Centrale a donc vocation à mettre de la cohérence dans la stratégie alimentaire du territoire du Nord-Grand-Terre. Comme tous les projets alimentaires territoriaux, et là j'irai très vite, s'appuie sur 3 étapes: un diagnostic partagé, la co-construction d'un plan d'action, son initiation et son suivi, mais aussi sur des instances de gouvernance et d'organisation telles que COPIL, COMOP et des groupes de travaux.
Dans la phase de co-construction du projet alimentaire territorial, les acteurs réunis en séminaire en janvier dernier ont présenté, ont hiérarchisé et priorisé 34 fiches actions autour de 4 thématiques: production agricole, développement économique, restauration collective et consommation à domicile, ainsi qu'un certain nombre de fiches actions transversales. Ces 34 fiches actions ont été enrichies aussi par de nouvelles propositions et sont en ce moment en phase de consolidation financière en vue de déployer le plan d'action. Néanmoins, en attendant, un certain nombre d'actions qui ont vocation à consolider l'approvisionnement ont été initiées. Et ainsi, sur le volet production agricole, parmi les 11 actions proposées par le PAT, on peut citer 6 actions qui concourent à consolider cet approvisionnement et qui ont été initiées au niveau du territoire de la CNJT. Il s'agit donc de proposer un accompagnement technico-économique aux exploitants s'inscrivant dans une démarche de diversification et d'amélioration de la durabilité de leurs pratiques agricoles, attirer sur le territoire de la CNJT des acteurs qui composent des ateliers, accompagner le regroupement des exploitations agricoles, poursuivre la communication sur l'approvisionnement de l'ATA et proposer des séances, etc. Donc, comment ça se passe? Quelles sont les actions concrètes qui ont été mises en place pour favoriser cet approvisionnement de l'ATA et aussi des autres agro-transformateurs? Déjà, s'agissant de l'ATA, nous avons co-construit avec les acteurs du territoire un cahier des charges d'approvisionnement, dont une fiche est présentée ici. Je ne sais pas si ça se voit ici. Et ce cahier d'approvisionnement, ce cahier des charges permet de fixer les conditions d'approvisionnement, les variétés, les degrés de maturité des produits qui seront traités par l'ATA. Ensuite, et aussi les critères environnementaux, puisque je rappelle que nous allons vers le public cible étant la restauration collective, nous sommes soumis aux obligations de la loi Egalim, qui a vocation à faciliter l'accès de produits labellisés sous signe de qualité dans la restauration collective. Donc, ça, c'est une étape. Ce cahier des charges sera un outil de sélection dans le cadre des appels à projets, des appels d'offres qui seront émis par l'ATA. Autre action que nous avons mis en place, c'est une prestation de service réalisée par Légumes de France Antilles-Guyane, qui est une association de producteurs, un syndicat de producteurs plutôt, qui a vocation à accompagner à la structuration des filières agricoles sur le territoire, parce qu'il s'agit de regrouper les producteurs du territoire et en particulier pour leur permettre l'approvisionnement de l'ATA, mais aussi des autres agrotransformateurs. Puisque dans la gestion d'une industrie agroalimentaire, il est difficile de gérer individuellement pour assurer la durabilité et la régularité de l'approvisionnement. Et ainsi, nous travaillons avec les organisations de producteurs qui structurent le tissu agricole de la Guadeloupe, mais aussi avec les associations du territoire qui ont des volontés d'intégrer le dispositif. On les accompagne alors à la planification, à l'ingénierie, à la définition du projet, au suivi, à la professionnalisation. D'autres actions ont été conduites, j'irai vite, telles que la favorisation de manifestations qui ont vocation à porter l'innovation auprès des exploitants agricoles. Ensuite, une deuxième action a été conduite avec la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe qui a répondu à un appel à projet de France Relance qui vise à accompagner en proximité les exploitants agricoles du territoire dans le cadre de leur changement de pratique vers une agroécologie.
Ainsi, 78 exploitations réparties sur le territoire ont été intégrées au dispositif et nous sommes en train, enfin la Chambre d'agriculture est en train de suivre les cultures, afin de caractériser et de proposer des fiches culture aux autres exploitants agricoles. L'objectif étant par la suite, d'établir des références technico-économiques conformément aux attentes des acteurs qui ont contribué au projet alimentaire territorial du Nord-Grand-Terre. Des ateliers sont aussi conduits par la Chambre d'agriculture sur ces thématiques qui ont vocation à consolider cette transition agroécologique et aussi permettre le professionnalisme des exploitations, la montée en compétences. Ainsi, d'autres interventions sont prévues dans le projet alimentaire territorial du Nord-Grand-Terre, partage usine centrale, mais qui relèvent de l'accompagnement, on va dire, du développement économique et notamment en favorisant l'agro-transformation. La première étape sera donc de compléter la connaissance de ce tissu économique, d'identifier les besoins des agro-transformateurs en vue de créer des programmes de recherche et développement mutualisés et efficients à l'échelle du territoire et qui se traduiraient par une technologie en partenariat avec l'INRA. Pour finir, donc en conclusion, pour ne pas dépasser le temps, je dirais que la structuration des filières avec les acteurs compétents, c'est-à-dire la Chambre d'agriculture, les Groupes de France, les instituts techniques, l'accompagnement technique, la mise à disposition des innovations sur le territoire, contribue à faciliter et à garantir l'approvisionnement des entreprises agroalimentaires et ce sont des actions qui sont portées dans le cadre du projet alimentaire territorial partage usine centrale du Nord-Grand-Terre. Voilà. Et je vais juste rajouter que l'atelier a vocation à aussi alimenter les agrotransformateurs en produits prêts à cuire et prêts à utiliser en vrac. Et donc, c'est pour nous un maillon, nous constituons un maillon d'une chaîne alimentaire en vue de développer l'agrotransformation sur le Nord-Grand-Terre. Si vous avez des questions, je suis à votre. Merci beaucoup, Madame Bock, et merci beaucoup à Monsieur Zamy pour vos présentations à tous deux, tout à fait complémentaires. Du coup, comme le disait Madame Bock, ça va être le moment des questions-réponses. Il me semble qu'il y en a déjà 2 qui ont été écrits dans le chat. Noémie. Oui, on a une question de Manuel Gérard sur la localisation du projet. Est-ce que vous avez plus de précision sur le projet, si on parle du projet PTL Agro? Il me semble que c'était à ce moment-là. Peut-être déjà... La localisation, le projet PTL Agro se fera en fait sur la ville du Moule. Voilà, nous sommes en fait basés sur la ville du Moule. Voilà. En fait, alors j'ajoute que nous sommes complémentaires avec l'usine centrale, parce que nous sommes dans le PAT de l'usine centrale et nous sommes en fait, nous travaillons en collaboration avec l'usine centrale. Merci beaucoup, Monsieur Zamy. N'hésitez pas, Manuel, à compléter dans le chat si vous aviez, si votre question appelait d'autres réponses. Et donc, si vous voulez directement interagir, vous pouvez aussi lever la main et on vous donnera la parole. Alors, Céline. Réactive, oui, j'ai réactivé. Oui, c'était juste pour savoir par rapport au projet PTL Agro, le début, ça démarrera à partir de quand? Alors, on espère démarrer en juin 2024. Parce Okay. que je précise que nous faisons, nous sommes lauréats en fait, parce qu'au niveau national,
la Banque des territoires a lancé un appel à manifestation et nous sommes lauréats en fait de cet appel de manifestation et nous sommes en fait dans le vivier, nous sommes accompagnés par la Banque des territoires. Donc, nous sommes obligés de suivre des process pour ouvrir cette usine. D'accord. Et en termes de collaboration, est-ce que vous faites uniquement sur le territoire Guadeloupe ou ça peut s'étendre aux petites Antilles? Ben, c'est en fait alors, le principe, c'est qu'on va commencer sur la Guadeloupe et après, on aura vocation à faire Martinique et Métropole aussi. D'accord. Parce que Merci. c'est une usine qui fait en fait 1200 mètres carrés et voilà. Nous, on va travailler en trois. Voilà. Et la phase pour justement collaborer avec les petites Antilles, ça sera courant, j'imagine, bien plus tard, courant Euh, 2025. Bon, ça dépend les attentes. Si ce sont tout ce qui est légumes découpés et frais, ça, on pourra collaborer assez rapidement, puisque, D'accord. parce que ça, c'est un petit peu le gros, enfin, qu'on maîtrise déjà. C'est une phase qu'on maîtrise déjà. Après, tout ce qui est tout ce qui est produit surgelé, après, c'est autre chose. Mais normalement, tout ce qui est surgelé et frais, on pourra travailler avec la Martinique, la Martinique déjà assez rapidement. Tout à fait. Ok. Merci, merci pour votre question. Est-ce que d'autres personnes souhaitent interagir? Vous pouvez lever la main si vous avez des questions ou poser les questions directement sur le chat. Est-ce qu'on passe à la prochaine présentation? N'hésitez pas, on peut vous laisser encore une toute petite minute pour vous manifester si vous avez une question à poser. N'hésitez pas, les participants anglophones également, à vous manifester si vous avez des questions sur un sujet qui est probablement traité de manière assez différente dans les territoires francophones. Et effectivement, sinon, on passera à la suite. Bon, eh bien, a priori, pas de nouvelles questions. Elles viendront peut-être à la fin. N'hésitez pas et de toute manière à continuer à vous manifester dans le chat. S'il y a des questions qui vous viennent par la suite, on pourra les poser à Madame Bock et à Monsieur Zamy pour vous répondre ultérieurement. Je vous propose donc de passer à la présentation de Madame Carl. C'est parfait du coup que vous ayez été la dernière à poser des questions, Madame Carl. Ça permet de faire une transition. Donc Céline Carl qui travaille à l'entreprise Denel en Martinique et qui va vous parler de ses activités, notamment en lien effectivement toujours avec notre thématique, la question de l'approvisionnement. Oui, bonjour. Alors, tout le monde m'entend? Oui. On vous entend. Oui, alors je vais vous présenter d'abord la structure. Donc, me présenter d'abord. Je suis responsable environnement et agriculture à l'usine de Denel. Alors, qu'est-ce que Denel? Denel est une usine de transformation de fruits de confiture qui a été créée en 1908. Tout d'abord en termes de conserverie d'ananas. Et puis en 2000, cette conserverie d'ananas est devenue l'usine Denel. Elle emploie 50 salariés et elle est située en Martinique sur la commune du Gros-Morne. Le site est soumis à l'autorisation des ICPE. Et comme c'est une usine, donc elle suit la démarche de transformation, donc elle suit la démarche HACCP et depuis 2019 est certifiée ISO 50001 par rapport aux avancées technologiques et énergétiques qui ont été opérées depuis les années 2000. Alors, la société a deux activités principales
que je vais présenter une activité de transformation qui consiste à la transformation de fruits en pulpe, une activité de transformation qui consiste à la fabrication de jus et de confitures à base de pulpe de fruits tropicaux, locaux, Martinique, donc, ou importés à l'échelle mondiale, hein, de différentes régions du monde. Et puis, comme ce site est situé sur plus de 60 hectares, elle a une activité secondaire qui est représentée par son exploitation agricole, on appelle Dom Agro. Alors, Dom Agro, en termes d'exploitation agricole, fait de l'arboriculture fruitière en bio et en HVE, haute valeur environnementale, en ananas. Voilà. Là, alors là, vous avez une diapo qui représente les infrastructures avec les différents bâtiments qui sont donc le bâtiment de production et laboratoire, où on fait de la recherche et développement, où on fait de la recherche et développement pour sortir de nouveaux jus, confitures et d'autres produits de sauce. Vous avez un bâtiment chambre froide pour la conservation effectivement de nos pulpes, fruits, etc. Vous avez un entrepôt de produits finis et une réception client pour justement livrer nos produits à l'échelle locale ou internationale. Et puis, vous avez aussi sur ce site-là des serres de production, une stèpe pour traiter nos eaux usées qui sortent de l'usine et une station de compostage. Et tout autour de ces bâtiments-là, sur la rive gauche ou la rive droite, vous avez des exploitations agricoles. Là, on voit sur le plan un peu plus éloigné le contour de l'exploitation agricole qui est en violet. Alors, en ce qui concerne le stockage, alors la chambre froide stocke, comme je vous disais, les matières premières, emballage, sucre, arôme, qu'on utilise pour la transformation. On stocke les fûts de pulpe et les fruits qui arrivent des exploitations agricoles. Et puis après, nous avons le dépôt qui stocke les emballages, les produits finis et aussi les déchets, parce qu'il faut savoir que l'usine produit énormément de déchets, hein, et ces déchets-là sont évacués avec des contrats avec des sociétés Martinique et Métropole. Alors, bien sûr, Denel, de par son ISO 50001 et d'autres, et l'agriculture bio, voilà, et rentre dans une démarche respectueuse de l'environnement et des enjeux climatiques, car son impact est direct sur l'environnement. Alors, quel est l'impact de Denel? En fait, Denel produit 2800 tonnes de CO2 par an. Donc, effectivement, réparti, cet impact est réparti entre l'utilisation du fioul, du gasoil et les utilisations électriques, mais aussi l'eau. Il faut savoir que l'émission annuelle de CO2 d'Enel correspond à l'équivalent de 150 vols Fort-de-France-Paris, donc c'est énorme. La Martinique, l'électricité de Martinique est très polluante. Alors, l'eau, Denel consomme plus de 200 mètres cubes d'eau par jour. Donc, effectivement, ça génère énormément de gaspillage d'eau. Et elle génère 1200 tonnes de déchets par an. En Martinique, la moyenne des déchets est de 500 kilos de déchets par habitant et par an. Donc, nous avons des systèmes de gestion de déchets, compacteurs, presse plastique. Et aussi, nous avons aussi d'autres déchets que nous générons
et ces déchets vont en zone de compostage. Alors, la dépendance. Alors, effectivement, la dépendance, comme le disait Monsieur Zamy, et nous dépendons énormément de matières importées. En ce qui concerne nos productions, c'est-à-dire transformation de jus et de confiture, seulement 25% de pulpe viennent des partenariats avec 42 agriculteurs locaux qui font partie de groupements d'agriculteurs, hein, des GIE ou associations avec qui nous avons un partenariat. Et donc, nous traitons les fruits locaux avec, comme je vous disais, 42 agriculteurs, et cela représente 90% de nos fruits. 10% de nos fruits viennent de notre exploitation agricole qui est tout autour de l'usine. Et malheureusement, nous dépendons encore de 75% de pulpe importée avec tous les problèmes d'approvisionnement que cela engendre. Et là, actuellement, nous subissons la crise d'importation de l'orange, hein, crise mondiale de l'orange et du maracuja. Donc, nous essayons, de par notre exploitation agricole et les partenariats avec les organismes professionnels, d'augmenter cet approvisionnement local. Nous allons vers de nouveaux projets aussi pour diversifier notre gamme et avec des produits à forte valeur ajoutée. Donc, nous plantons du cacao, du café, des vanilles, des arbres un peu remarquables comme le mangoustan. Et voilà, tout ça, c'est la volonté de la direction et nous dépendons donc effectivement, nous utilisons les financements FEADER ou DEADOM pour aller vers des projets innovants en matière de plantation et pour approvisionner l'usine avec nos propres plantations. Et nous orientons aussi les agriculteurs lors des discussions avec les organismes professionnels vers des plantations qui ont une forte valeur ajoutée à Denel. Alors, en ce qui concerne l'environnement, la gestion de nos déchets, alors nous avons mis en place depuis 2010 une STEP, une station de traitement des déchets, enfin de l'eau, de traitement de nos fruits et nos jus. Donc, cette eau est traitée par une STEP qui présente des filtres plantés. Alors, nous avons mis des oiseaux du paradis en 2021 et cette eau repart dans l'environnement, donc elle est traitée, qui repart dans l'environnement, et on a des projets pour la réutiliser à l'échelle de l'exploitation agricole, des projets qui sont en cours. Et donc, du coup, ce projet de STEP a été financé par un programme FEADER et par l'ODE Martinique, en partenariat avec Cotram. Les autres traitements de déchets, c'est la matière organique qui sort de l'usine après le passage en pulpage. Donc, ces déchets vont en zone de compostage et après, de par la volonté de Denel, ce compostage et de Domagro, ce compostage est donc alimenté pour après être remis sur nos champs Domagro. Bien sûr, ces champs sont labellisés agriculture biologique et HVE pour l'ananas. Donc, de par ce projet-là, on réduit notre dépendance aux intrants, donc moins d'amendements qui viennent de l'extérieur. Actuellement, en ce qui concerne les déchets, alors nous sommes dans une démarche de décarbonisation à l'échelle du groupe, parce qu'il faut savoir que Denel fait partie d'un groupe qui s'appelle Antiglace. Et effectivement, nous avons aussi en interne, ça c'est la volonté de Denel et d'Antiglace, réflexion sur les consignes verts
et modification des lignes de production de jus par rapport aux bouchons solidaires qu'on va mettre en place en 2024. Alors, en ce qui concerne la gestion des autres utilités, l'électricité, le fuel, alors, nous avons mis en place depuis 2020 une chaudière performante à haut rendement et qui récupère la chaleur de la cheminée. C'était un projet qui a été financé par l'ADEME et la CTM. Nous avons sur notre usine sur le toit de notre chambre froide, nous avons installé des panneaux photovoltaïques qui permet à Denel d'être autonome à 15%, de plus dépendre d'EDF pour 15%. Et cette augmentation cette indépendance va augmenter à 45% par l'installation de panneaux solaires sur notre dépôt. Alors, du coup, nous avons un partenariat avec Albioma et la CTM pour financer ce nouveau projet qui permettra d'être autonome à 45% au niveau de l'électricité. Nous avons cette année fait l'isolation de la toiture du dépôt. Donc, ça aussi, ça a été financé par les C2E. Et puis, nous avons un nouveau projet pour moins dépendre du fuel, qui est l'installation de champs solaires thermiques sous pression. Donc, c'est un innovant et il permettra de dépendre, d'avoir une autonomie à 45% et de plus dépendre de fuel pour ces 45%. Parce que nous utilisons énormément de du coup, oui. Et puis, par rapport à l'eau, on a un projet de captage d'eau de source qui est au-dessus de l'exploitation de Denel. Voilà, donc on est en étude pour utiliser ce réseau d'eau. Alors, eau de source ou nappe phréatique, ça dépendra si on fait un forage ou pas. Et cette eau sera récupérée pour l'usage à l'usine, pour le lavage, ou alors aussi pour récupérer et l'irrigation sur l'exploitation agricole. Voilà, voilà en gros pour les projets. Effectivement, comme le soulignait M. Zamy, on dépend énormément d'importations, hein, que ce soit de matières premières ou aussi en ce qui concerne l'énergie. Et nous allons dans ces démarches pour être plus autonomes. Ce que je vous ai exposé là, toutes ces démarches, c'est pour aller vers l'autonomie en termes énergétiques, mais aussi en termes de matières premières. Voilà. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Si ça n'a pas été clair, allez-y. Merci beaucoup déjà pour cette présentation qui m'apparaît claire à moi en tout cas. Effectivement, on peut lancer les questions-réponses. N'hésitez pas à nouveau, soit dans le chat, soit en levant la main. Et effectivement, juste un éclaircissement, nous sommes toujours à la recherche de partenariats, hein, que ce soit avec les agriculteurs ou les pays voisins, enfin sur l'import de matières premières. Oui. Nous avons une main levée de Madame Nurse. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ah oui, c'était bon. Alors, on ne vous entend pas encore. Alors, vous avez le micro là qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Pour l'instant, on ne vous entend pas. Ah, c'est bon. Okay, hello, good morning everyone. Bonjour à tous. Je voudrais juste vous féliciter. Vous avez présenté un plan très complet et une usine très complète plutôt
une présentation complète sur cette usine et c'est une situation idéale que nous aimerions avoir dans cette partie de la Caraïbe. Je suis à Sainte-Lucie parce que vous prenez en compte tous les aspects et cela est fait dans un seul lieu. Cela veut dire que c'est facile pour vous de vous conformer à toutes les normes. Et le problème, c'est l'approvisionnement. Dans la Caraïbe, nous avons beaucoup d'aliments qui sont gâchés, qui sont gaspillés. Euh, et donc, vous utilisez euh, des sources alternatives d'énergie, vous cherchez à réduire votre eau, votre quantité d'eau et vos frais énergétiques, votre coût énergétique. Et je pense que ce que vous avez présenté, c'est vraiment l'une des manières idéales de fonctionner pour tous les pays à l'avenir, y compris pour Sainte-Lucie. Donc, merci pour cette présentation. Merci pour vos commentaires. Est-ce que vous voulez rebondir, Madame Carl? So, thank you for your comments. Would you like to comment, Mrs. Carl? Oui, ben, en fait, c'est vrai qu'on essaye d'être le plus autonome. Après, effectivement, on dépend énormément de financement, comme je vous l'ai présenté, européen, FEDER, enfin voilà. Et puis, ben, il faut savoir que l'usine est déficitaire hein, par rapport à cela. La chance que l'on a, effectivement, c'est d'appartenir à un groupe parce que l'exploitation, pour l'instant, à l'école n'est pas viable. Et la consommation énergétique, même si on fait des avancées là-dessus, on a quand même pas mal de coûts encore. Merci. Est-ce que vous voulez rebondir, Madame Nurse? Ou sinon, on a une autre main levée. Donc, Fanny Perrault, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend. Ok. Donc, Fanny Perrault, hydrologue et hydraulicienne en Martinique. Bravo d'abord pour votre engagement en faveur de la transition écologique. J'avais une question par rapport à l'approvisionnement en fruits ou en pulpe. Donc, vous avez dit que 25% proviennent de la Martinique et 75% sont importés. La raison, c'est parce que les pulpes importées sont moins chères. C'est une question économique ou c'est parce qu'il n'y a pas localement la production pour pouvoir vous fournir à 100% localement? Oui, il y a plusieurs raisons. Effectivement, les pulpes importées sont moins chères. Nous n'avons pas non plus par rapport au tonnage la suffisance locale. Il faut savoir aussi que dans nos pulpes et dans nos jus et confitures, on n'utilise pas forcément que des fruits locaux. Hein. Il y a de l'orange. Donc là, l'orange, on pourrait la fournir localement, mais les quantités que proposent les agriculteurs, enfin le pôle agricole en Martinique n'est pas suffisant par rapport au tonnage que nous, on produit pulpe. Il faut savoir aussi que on utilise pour nos jus de la pulpe de pomme, mais comme effectivement on veut de moins en moins dépendre de ces pulpes importées, on va de plus en plus vers des pulpes locales, mais la quantité est insuffisante. La quantité de fruits est insuffisante en Martinique pour dépendre entièrement de pulpe d'orange, de pulpe de maracuja, etc. Je crois que... Allez-y, oui, vous pouvez rebondir. Non, je voulais dire merci. Et est-ce qu'il y a des programmes qui sont mis en place avec la CTM? J'ai vu que vous avez un peu des financements CTM ou ADEME pour développer un peu plus l'agriculture locale, sachant qu'il y aurait un débouché, vu que vous seriez ce débouché pour les agriculteurs. Oui, bien sûr, on fonctionne avec les programmes France Agrimaire, FEADER.
pour notre exploitation agricole et pour planter. Actuellement, nous avons des projets de plantation de prunes de citerre, nous avons des projets de plantation de maracuja pour Domagro et pour dépendre de moins en moins des pulpes importées. Mais ce que l'on voudrait, c'est que les partenaires agricoles, eux, se lancent aussi. Parce que comme nous faisons partie d'un GIE-MHM, on voudrait que la SOL arboricole prenne un peu plus d'essor en Martinique. On est conscient, et nous aussi on le subit, par rapport aux aléas climatiques. Et c'est le gros problème, effectivement, par rapport aux cultures de maracuja. Prune de citerre est moins impactée, mais maracuja et agrumes, c'est un gros souci en Martinique sur la tenue de ces cultures-là. Et du coup, en termes de stockage, est-ce que on a des productions qui ont une meilleure capacité de stockage et sous quelle forme est-ce que vous stockez ces fruits ou ces produits? Alors, sous forme de pulpe que l'on congèle. D'accord. Voilà, et puis une fois, on est en surgélation et puis on les utilise. Une fois que c'est en pulpe, on n'a pas de problème de conservation. Et une fois que c'est en pulpe et que c'est en surgélation, il n'y a pas de problème de congélation. On a quand même un dépôt une chambre froide qui est assez conséquente, qui a été prévue justement pour augmenter notre tonnage. Merci. Nekelia, si tu veux prendre la parole, tu as la main levée. Thanks for your presentation, both Merci Dominic. beaucoup pour ces présentations. Céline, Madame Bock, j'ai une question pour Céline. Vous avez dit que vous importez les fruits, mais est-ce que vous importez déjà des Antilles anglophones, des pays de la Caraïbe anglophone? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Alors, on n'importe pas des fruits, on importe des pulpes de fruits, mais effectivement, on n'a pas de partenariat avec les îles anglophones de la Caraïbe, des petites Antilles. On n'a pas du tout de partenariat avec, et on envisage effectivement, voilà, le bloquant, hein, c'est le transport. Mais et puis, voilà, le transport. Et puis, la forme, est-ce qu'en forme de pulpe, en forme de fruits, il faut voir tout ça. Merci. Tu veux rebondir, Nekelia? Sinon, Dominic could go ahead. I see Dominic has his hands up. Je vois que Dominique a levé la main, donc on va écouter Dominique. Alors, je voulais en fait signaler deux choses. Je voulais aussi signaler l'initiative à cette ici de Barron's Food. Je trouve que c'est une initiative qui est très intéressante, qui a su en fait transformer la banane en ketchup de banane, qui a été une bonne idée. Et concernant justement, pour rebondir sur la question du transport, c'est vrai que nous avions essayé de travailler un moment avec celui-ci, mais comme dit Mme Kella, le problème, c'est que il y a le problème du transport et des coûts qui nous permettent pas de travailler en fait avec les pays anglophones. Voilà. merci pour ton retour, Dominique. Est-ce qu'on If I may, a... Naomi? Oui. So with Naomi, si tu me le permets, nous avons des personnes dans toute la région et aussi des agrotransformateurs de différents pays. Donc, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour éviter l'impact justement
des pénuries en approvisionnement parmi les personnes présentes. On a différentes organisations qui se sont jointes à nous. Donc, dites-nous quelles ont été vos expériences et comment vous gérez, vous, les pénuries d'approvisionnement. Et pendant ce temps-là, je vais aussi vous afficher un repas. Je vais afficher le retour des sondages sur l'écran. Est-ce qu'il y a des personnes de Trinidad qui aimeraient témoigner de la Dominique pour partager leurs expériences? Je sais qu'on a la Barbade, il y a des personnes de Saint-Vincent. Est-ce qu'il y a des expériences que vous aimeriez partager de tous ces différents pays présents aujourd'hui? Oui, Cathy, vas-y. Cathy. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour ces présentations très riches et très intéressantes. Donc, moi, c'est Cathy Piache, coordinatrice du réseau rural au sein de la collectivité régionale. J'ai deux questions. La première pour Madame Carl. Du coup, voilà, cette semaine encore, le gouvernement souhaitait en fait reporter un peu toutes les mesures en matière d'amélioration de l'empreinte carbone, parce qu'en fait, les délais étaient trop courts et que ça coûtait beaucoup d'argent. Voilà, ma question, c'était je ne sais pas si vous avez entre-temps répondu, si on vous a posé la question. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà pensé, voilà, est-ce que vous avez un calendrier pour tous ces changements, ces nouvelles pratiques, parce que je sais que ça coûte extrêmement cher aux entreprises. Est-ce que vous avez déjà une visibilité pour savoir voilà, combien de temps qu'il vous faudra et surtout, je vous ai entendu parler de déficit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, voilà, sans rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, avoir est-ce que vous avez les moyens d'entamer cette transition voilà, écologique qui est demandée en vue des difficultés que vous présentez? Et j'avais aussi une deuxième question. On a beaucoup parlé voilà, d'approvisionnement et c'est vrai que c'est un sujet récurrent qui revient très souvent, notamment quand on parle de projets alimentaires territoriaux, voilà, de la restauration collective. Est-ce que parmi les territoires, justement, il y a des process qui ont été mis en place avec les agriculteurs pour pallier à ce déficit d'approvisionnement? Je ne sais pas si au niveau de la Caraïbe, vous avez suivi l'actualité. Nous, en Guadeloupe, par exemple, on a encore été impacté, la Martinique aussi d'ailleurs, par un nouveau phénomène climatique, voilà, avec beaucoup d'eau. Donc, on est tributaire un peu de ça, voilà, des intempéries comme ça, surtout à cette période de l'année, et avec des pertes conséquentes de production agricole. Alors, est-ce que sur les territoires, vous avez pu mettre en place justement des process qui permettent voilà, d'augmenter cet approvisionnement? Est-ce que dans le mode de culture, puisque on parle d'agriculture vertueuse, mais c'est vrai que très souvent, on est sur de la petite agriculture, mais pas l'agriculture de masse. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu trouver voilà, des solutions d'approvisionnement? Merci. Oui, alors je vais rebondir déjà sur les projets de décarbonisation. Donc, comme je vous disais, Denel fait partie d'un groupe et tout le groupe se met à réfléchir et à aller vers l'autonomie, la dépendance et l'utilisation moins de carbone dans nos produits, avec une réflexion sur les emballages, une réflexion sur l'utilisation du verre, etc., etc. Donc, on est aidé par rapport à ça et effectivement, on va dans cette démarche-là et puis il sera en fin d'année avec tout un compte rendu. Déjà, là, nous faisons l'état des lieux de 2022, notre impact carbone en fin 2022. Donc, tout le groupe saura où on en est au niveau de notre impact carbone et on va réduire au fur et à mesure cet impact carbone avec des projets en globalisant les projets au niveau du groupe. Voilà. Rapport à la gestion des matières premières et matières premières en termes d'emballage, matières premières en termes de intrants.
En ce qui concerne effectivement l'approvisionnement, nous, pour l'instant, on préfère travailler avec les agriculteurs locaux et d'augmenter notre approvisionnement avec le tonnage des agriculteurs en faisant des réunions assez régulières et en essayant de chercher le maximum de producteurs qui puissent nous livrer à l'usine. Voilà notre stratégie actuelle pour l'approvisionnement. Je parle effectivement des fruits locaux, tout ce qui est pulpe pomme, pulpe orange. Bon, là, on est plutôt dans la démarche en recherche et développement de trouver des produits où on n'utilise pas justement ces pulpes pommes et pulpes orange et où on tend vers 100% de goyave, par exemple, 100% de prunes de citerre, etc. Merci. On a Madame Bock, vous avez la main levée. Alors, on vous entend pas. Oui, Voilà, c'est vous bon. m'entendez? Oui. Donc, c'est juste un complément d'information par rapport à Céline Carl sur les modes de contractualisation que vous avez avec les exploitants agricoles. Est-ce qu'ils ont l'obligation de fournir l'intégralité de leur production? Est-ce que vous passez par des organisations de producteurs, etc.? Quel mode de contractualisation permet de garantir l'approvisionnement? Alors, voilà, on a différents modes de contractualisation. Tout d'abord, on fait partie d'un groupement de producteurs. Donc, effectivement, on dépend, nous, des aides POSEI à la transformation et eux, des agriculteurs, des aides POSEI à la production. Donc, on arrive à négocier des prix intéressants avec eux. On ne demande pas à l'agriculteur de nous fournir 100% de leurs fruits parce qu'on sait qu'effectivement, un marché du frais, ils s'en sortent mieux que nous et nos négociations en matière première. Non, on ne va pas vers cette démarche. On a un contrat à l'année où on demande à l'agriculteur de nous fournir tant de tonnage. Il le signe, c'est un accord avec lui. Donc voilà, et dans l'année, il doit nous fournir tant de tonnage. Après, ce qui fait du reste de ses cultures, on n'a pas de regard dessus. Et puis, on a aussi des contrats avec des particuliers, par exemple en prunes de citerre, au lieu qu'ils gaspillent, au lieu de laisser perdre sur leur terrain, les particuliers viennent à l'usine et nous livrent leur production. Là, en ce moment, c'est prunes de citerre, ça peut être de la goyave, ça peut être... Et effectivement, bon, là, c'est des prix que nous, on fixe et eux, ils sont libres de nous livrer ou pas en fonction de ce qu'on propose en termes de prix. Je profite juste, merci pour la réponse. Ça me fait un complément d'information. Comment vous gérez l'approvisionnement dans la logistique? Est-ce que il y a une planification des livraisons ou parce que vous avez parlé des particuliers, comment ça se gère? Parce qu'il faut pouvoir planifier la production derrière. On a un responsable à approvisionnement à l'échelle de l'usine qui est en étroite relation avec la responsable de production. Il fixe des calendriers et les agriculteurs, les GUMHM, enfin le GUMHM, les organismes producteurs ont notre planning à l'année et c'est eux qui font des appels auprès des producteurs pour dire voilà, c'est la saison de la prune. Et puis nous sommes calés, Carmen, par rapport, nous sommes calés sur les saisonnalités. En termes de l'usine de production de jus et de confiture est calée sur la saisonnalité des fruits. Vous pouvez parler, Dominique. Céline, dites-moi, vous avez parlé que des particuliers vous approvisionnent.
Nous, quand on a posé la question à la DAF, ils nous ont parlé de traçabilité, ils nous ont dit que ça ne serait pas possible. Vous n'avez pas de problème à ce niveau de tout ce qui est traçabilité avec le particulier? Non, 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 il n'y a pas de problème. Enfin, parce qu'on ne fait pas que du bio ou que de. Enfin, on fait aussi du conventionnel. Donc, et puis, en fait, effectivement, on a des contrôles, hein, puisque l'usine comme l'exploitation est certifiée bio pour certains produits, donc on a des contrôles. Et effectivement, tout ce qui est, enfin, on sépare bien la chaîne du bio de la chaîne du conventionnel. Ok. Au niveau traçabilité, on a un suivi. Ok. Je crois qu'il y avait en fait une question autour de la, d'un point de vue réglementaire, la possibilité de transformer un produit qui est du coup non issu d'une parcelle agricole et comme vous le disiez, du coup de particulier. On a vraiment cette interrogation-là de la possibilité ou non légalement en fait de le transformer, de le commercialiser par la suite. Je vois qu'on a également des Nous, questions. actuellement, on n'est pas, on n'a pas de blocage. Ok. Je pense que Dominique sera intéressé pour parler un peu plus sur Oui. ces Oui. possibilités-là, justement, de transformer des produits de particuliers. C'est vrai qu'on a une autre question en anglais, peut-être Nekaya la prendre, la lire, de Amanda Mackenzie. Ah, on dirait qu'on a des petits problèmes de traduction. Je vais essayer de reprendre la question en anglais. On verra si ça nous rattrape. Céline, il y a une question qui est sur. Okay, you want me to go ahead, Lola? Or? Yes. Okay, so we have a question from Donc, Amanda. nous avons une question d'Amanda. Donc, elle veut savoir si les données de la demande, les données sur la demande sont incorporées dans un des modèles d'affaires, dans un modèle d'affaires de manière à aider les agriculteurs à planifier leur production et à aider à la transition vers une production basée sur la demande. Et si oui, quelles sont les stratégies utilisées pour assurer la disponibilité de ces données? Il n'y a pas vraiment de modèle, hein. Il arrive que là, des fois, on n'est pas à le tonnage qu'on avait demandé à l'agriculteur pour des raisons climatiques. On n'est pas protégé, nous, d'un manque de tonnage au niveau des pubs. Bon, on n'a pas de modèle. Okay. And we also have another question because you indicated that you're taking walk-ins. Il y a aussi une autre question. Comment est-ce que vous pouvez vérifier que ces fournisseurs que ces fournisseurs sont bien des fournisseurs authentiques, en particulier maintenant avec l'augmentation des vols éventuellement. Parler des agriculteurs ou des particuliers? Are you talking about Les agriculteurs, je pense. Parce que les agriculteurs, ils font partie du GMHM, enfin d'un GIE, d'un organisme. Yes. Elle parlait des personnes, des particuliers en fait, des personnes des particuliers, les gens qui vous donnent, qui viennent vous apporter les produits. Comment vous savez que ça vient bien de leur exploitation et qu'ils ne les ont pas volés? Parce que dans beaucoup de pays, nous avons voilà, des personnes qui vendent des produits qui n'ont pas forcément produit.
Oui, alors, nous n'avons pas, enfin, nous ne sommes pas un organisme de contrôle. Si les particuliers nous disent, bon, on a 200 tonnes fruits, est-ce que vous les prenez? Et si ça rentre dans notre planning, eh ben, on ne va pas chercher à comprendre comment il s'est fourni ces fruits-là. On compte sur le bon sens des gens. Après, nous, le contrôle qu'on fait, c'est uniquement sur la qualité du fruit. Il faut que ce soit un fruit qui réponde à notre norme, à notre cahier des charges. On n'a pas de contrôle sur la provenance. On a un contrôle sur la provenance. Enfin, c'est pas notre corps de métier. Donc, on ne fait pas de contrôle sur la provenance des fruits. Merci Céline. On Merci. a une nouvelle question de Madame Bock. Alors, ça serait plus une réaction par rapport à la question, la question, parce que dans le projet alimentaire territorial du Nord-Grande-Terre, ce questionnement a été identifié, en fait, cette problématique. Et il y a une action qu'on a vocation à construire, hein, la réponse aurait la mise en place d'une plateforme de lien entre acteurs numériques et logistiques. On a déposé un projet en ce sens dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt qui a vocation à créer une plateforme numérique, d'une part, qui permette de mettre en liaison les agrotransformateurs et les jardins, en fait, voilà, avec en préalable quand même une identification des parcelles et de la description de ce qui est possible, pouvoir asseoir une traçabilité. Cette plateforme numérique pourrait asseoir la contractualisation aussi entre les deux acteurs et une plateforme logistique pour faciliter la collecte et l'entretien de ces arbres dans les jardins privés et aussi professionnels. Donc, bon, on espère qu'on va être retenu à cet appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir développer ce programme qui partirait sur certaines filières, mais qui a vocation, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt pour être démonstrateur territorial, à être essaimé à l'échelle des autres outre-mer et de la Caraïbe. Donc, voilà, c'est une réponse qui nous permettrait d'asseoir cette traçabilité et de faciliter et de réduire le gaspillage alimentaire dans les jardins privés. Merci. Oui, si je peux rebondir là-dessus, effectivement, nous, on est intéressés, hein, puisque bon, plus il y aura de plateformes comme ça, plus il y aura effectivement de traçabilité et plus d'apport pour nous en termes d'entreprises privées. Je sais qu'en Martinique, il y avait eu par l'ADEME un projet comme ça qui était justement d'évaluer le gaspillage alimentaire, le gaspillage au niveau des parcelles agricoles, mais aussi chez les particuliers. C'était anti-gaspi. Je n'ai pas de suite de ce projet-là. Mais effectivement, ça serait bien qu'après avoir fait le projet et l'estimation du tonnage de gaspillage, de glanage, etc., ça serait bien d'avancer sur un projet de plateforme à l'échelle, effectivement, Guadeloupe, Martinique. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, j'ai peut-être une question Seen any de other mon côté. questions at the moment? Sur Céline, quels sont dans les fruits locaux ceux qui sont les plus propres à faire de la pulpe de fruits et du coup à bien se conserver? Est-ce qu'il y en a certains qui ont plus de qualité que d'autres? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. La prune de citer est un produit très stable. Après, c'est la goyave aussi, hein, très très stable. Une fois que, comme on dit, elle est
en congélation. Il y a, en fait, nous, ce qu'on évalue, c'est surtout le rendement, en fait, parce que finalement, les fruits tropicaux se stabilisent bien. Alors, bien sûr, on transforme la goyave, la prune de citer, le maracuja, on transforme l'abricot pays, on transforme la cerise, on transforme. Mais les produits qui ont du mal à se transformer, comme par exemple un mangoustan, on va pas s'amuser à le faire. Donc, tous les produits que nous, qui rentrent dans l'usine et qui passent en pulpe sont des produits stables en- pour la suite. Et les autres produits, mangoustan, etc., on le vend pour réaliser directement avec une autre entreprise qui s'appelle Gourmandil, de la transformation directe, ou alors on le vend en frais avec le marché du frais et les groupements de producteurs. Voilà. Mais les fruits tropicaux sont assez stables en conservation. Le problème, c'est le rendement. Le maracuja, par exemple, le rendement est de 25%. Effectivement. Merci beaucoup pour cette réponse très, très claire et précise, Céline. Est-ce que nous avons d'autres questions, que ce soit dans le chat ou n'hésitez pas à lever la main? Oui, j'ai oublié de We préciser don't have aussi, nous any other avons... questions yet. In terms of if you Nous n'avons pas encore de questions. En termes pour le questionnaire, il y a eu quelques erreurs. Donc, il fallait. Donc, en fait, il y avait une erreur, mais juste dans l'anglais. Est-ce que vous pensez que vos connaissances ont augmenté suite à ce séminaire? Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais il y a quelqu'un qui voudrait visiter l'usine de Denel. Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour faire visiter cette usine? Bah, en tout cas, l'usine d'Enel est ouverte aux visites, qu'elles soient professionnelles ou publiques. Denel fait de l'agrotourisme aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas spécifié dans mon PowerPoint, mais on accueille du public, comme on accueille aussi des professionnels lors de réunions sur des sujets particuliers d'énergie ou agricoles. Voilà, donc ça s'organise. Si c'est professionnel, ça s'organise. Si c'est public, il faut voir sur le réseau Facebook ou enfin, vous tapez usine Royale, usine d'Enel, visite agro-touristique et vous avez le planning. Et nous avons un guide qui explique très bien nos démarches environnementales, énergétiques, agricoles sur le site. Merci. On a Shirley Ramsey qui a la main levée, si vous voulez poser votre question. Good morning. I'm in Bonjour, je suis à Antigua. Vous avez parlé du transport de cette pulpe de fruits. À Antigua, nous avons beaucoup de gaspillage en termes de mangue. Et bien sûr, nous avons également des corolles qui poussent là et des noix de cajou. Ce sont les principales choses, en particulier, produits, en particulier les mangues, parce que nous les avons 4 fois par an. Mais comment est-ce que nous pouvons nous joindre, nous contacter? Est-ce que euh, il y a quelqu'un qui peut vous contacter d'Antigua pour que vous puissiez obtenir ce jus? Merci. Oui, oui ben, enfin, par le réseau Carnadopt, j'imagine qu'on peut échanger nos adresses.
Et puis, ben, en fait, oui, il faudrait effectivement étudier le coût de transformation des fruits en pulpe à Antigua et derrière nous, le coût du transport et voir si c'est rentable pour vous comme pour nous. Merci. On a justement une question aussi sur si vous effectuez aussi de la transformation de papaye, noix de coco et maracuja, mais du coup, maracuja, vous avez Papaya, déjà... yes. Coconut, we are referring to. La papaye, oui. La noix de coco, nous sommes en train de refaire une station. Nous venons de former une coopérative et donc nous faisons la noix de coco, oui, et la papaye également. Pour le maracuja, une fois que nous aurons pu rassembler nos agriculteurs, je pense que cela pourra se faire parce que nous avons beaucoup de fruits de la passion, de maracuja, mais en raison des problèmes météorologiques et de la sécheresse à Antigua, nous manque d'eau, manque d'irrigation, c'est notre problème. Je pense que le gouvernement ou le ministère de l'Agriculture pourra peut-être résoudre ce problème pour nous, mais ce sera une grande amélioration si nous pouvons exporter une partie de notre stock. Quincy, merci pour votre question. Donc, la réponse était oui, nous transformons le fruit de la passion. Oui, parce que nous avons parlé de maracuja et le maracuja, c'est le fruit de la passion en anglais, passion fruit. Donc, mais Céline, est-ce que vous traitez la noix de coco également? Transformer la noix de coco? En confiture, oui. Donc, oui, oui. Okay, so Lola has placed the link for Denel, so you could visit their website to see some of the work that they're doing. And for persons, Donc, Lola a écrit le lien pour visiter l'usine Denel. Donc, si vous vous rendez en Martinique, vous pourrez faire une visite de terrain donc à Denel pour voir ce qui se passe dans cette usine. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je voudrais vous remercier nos présentateurs de ce jour. Nous avons eu Dominique, Yannick et Céline. Donc, nous vous remercions beaucoup pour les informations que vous avez bien voulu présenter. Et donc, les intervenants ont donné de très bonnes informations. Et donc, Lola, je vais vous donner la parole pour clôturer cette dernière session de notre collaboration entre les territoires anglophones et francophones. Merci beaucoup, Nekelia. Thank you very much, Nekelia. Alors, la traduction est en anglais encore sur la partie française. Donc, merci beaucoup, Nekelia. Et puis, évidemment, un grand merci à Madame Carl, Monsieur Zami et Madame Bock pour ces présentations très pertinentes, très complémentaires. Et puis, pour avoir pris le temps de répondre aux questions de nos participants. Comme l'évoquait Nekelia, nous avions prévu dans le cadre de Carnet Adapt 2 webinaires techniques pour 2023. Il y en aura d'autres à venir, on pourra échanger sur leurs thématiques. Voilà, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. Nous allons mettre en ligne et nous allons partager les présentations sur le site internet Carnet Adapt. Donc, je partage normalement mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. J'espère que c'est le bon écran. Donc voilà, vous aurez ici les présentations avec l'accès au replay en anglais et en français et les différentes présentations ainsi que le bilan de la session. Donc là, vous pouvez voir les résultats pour le dernier webinaire, celui qui était sur les approches naturelles de la protection des cultures et de la conservation des sols. Et puis voilà, Carnet Adapt,
on en parlait et Mariana l'évoquait en introduction de ce webinaire. C'est un projet qui prévoit non seulement ces webinaires techniques et le partage d'informations techniques, mais également de la mise en réseau avec le réseau caribéen d'adaptation au changement climatique sur les volets agriculture et alimentation. Et dans le cadre de ce réseau, nous avons quelques événements à venir. Nous allons bientôt nous rendre avec quelques participants à Sainte-Lucie pour un voyage d'études. Et puis, nous avons un séminaire qui est prévu pour les 21, 22 et 23 novembre 2023, dans lequel nous allons pouvoir évoquer autant des sujets techniques que des sujets d'organisation et de réflexion commune à l'échelle de plusieurs territoires. Voilà, je voulais vous remercier tous et toutes également d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir posé vos questions si intéressantes également. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Nekelia, pour cette coopération fructueuse, elle aussi, et pour tout ce que tu as fait avec nous cette année. Voilà. Welcome and thank you for the collaboration with Eh bien, je vous remercie, je vous en prie, et je vous remercie pour votre collaboration avec Noémie, Lola, Mariana. Donc, nous avons toujours pu bien travailler avec les territoires francophones. Donc, nous sommes proches les uns des autres et nous avons les mêmes problèmes climatiques. Et bien sûr, on l'a vu, nous l'avons vu hier avec ce passage de la tempête. Et si possible, si nous pouvons continuer à partager nos expériences, à continuer à travailler en collaboration, nous verrons comment nous pouvons continuer à construire ce secteur de l'agriculture. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants de cette collaboration. Donc, merci au nom de l'ICA et de l'Office de la Caraïbe orientale, M. Greg Rollins, et au nom de notre programme pour l'action environnementale durable dans l'agriculture. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints et nous nous verrons dans de futurs événements. Donc, merci beaucoup et bon après-midi à tous et bonne fin de semaine à tous également. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi et Thank bien you. évidemment. Hello. Have a nice afternoon. Et bien évidemment, on vous tiendra informé de la suite des présentations et des nouveaux événements. Bonne journée à tous. Bonne journée à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir, Jerry.